Alors, aujourd'hui, on va avoir des grands numéros, des gros numéros, et on va prendre le temps qu'il faut pour regarder le principal œuvre. Alors, de ce pas, allons sans plus tarder jeter un coup d'œil au plan de la conférence d'aujourd'hui. On va commencer avec le peintre impressionniste français Edgar Degas, puis on va aller vers le flamand baroque M. Antoine Van Dyck, pour ensuite enchaîner avec le peintre québécois Marc-Aurèle Suzor-Côté. Le mouvement du mois qu'on va explorer, c'est l'abstraction. Immédiatement après, on va suivre avec justement une peintre américaine qui fait dans l'abstraction, Hélène Frankenthaler. Va suivre le peintre anglais impressionniste Alfred Sisley, puis le peintre russe, franco-russe, je dois dire, Marc Chagall. L'infotechno du mois, c'est le thème italien A Tempera. On va conclure avec le peintre espagnol José de Ribera et le peintre italien que tout le monde connaît, Leonardo da Vinci. Alors, commençons avec M. Degas, dont on voit ici la photo. Alors, il était né à Paris en 1834 et il est décédé en 1917. Si Degas est un membre fondateur du groupe des impressionnistes, son œuvre est si variée par ses thèmes qu'il ne semble pas toujours faire partie de ce groupe. Edgar Degas était un aristocrate dont le père était banquier et dont la mère était une créole originaire de la Nouvelle-Orléans. À 19 ans, il abandonne ses études en droit qu'il avait choisi de faire pour faire plaisir à son père, pour aller à la place faire des copies des grandes œuvres de Durer, Véronèse et Goya au Louvre. En 1962, de retour d'un stage en Italie, il rencontre Manet et fait la connaissance des jeunes peintres comme Monet, Pissarro et Fantin-Latour. Ces artistes échangent des idées et des théories sur ce que doit être l'art. Alors, commençons avec un de ses premiers tableaux. Ça, c'est un tableau qu'il a fait, un autoportrait qu'il a fait lui-même. Ça, c'est la bourse du coton. Alors, en 1972, il fait un séjour à la Nouvelle-Orléans, question de visiter la famille de sa mère. Et c'est son oncle qu'on voit au premier plan, M. Âgé, c'est son oncle. Et la plupart des autres personnages, ce sont de ses cousins à lui. Alors, ils étaient dans les affaires, ils s'occupaient du coton, et là, ils sont en train d'ausculter et de tâter la qualité des cotons qui sont offerts à cette bourse-là. Le portrait de l'artiste en 1855. Alors, cet autoportrait fait ressentir une certaine innocence de la jeunesse. De toute évidence, il n'est pas encore sûr de son talent, et son visage figé trahit la peur et l'anxiété de quelqu'un qui vient juste de s'engager dans le métier de peintre. La femme au chrysanthème. Ce tableau illustre l'intention de Degas de représenter des scènes de la vie quotidienne où des individus se comportent avec beaucoup de naturel. On voit la juxtaposition de cet énorme bouquet de fleurs et de cette femme un peu à l'écart, au regard rêvasseur. La famille Bellini. Pendant son stage en Italie en 1858, il va demeurer chez la sœur de son père, qui était mariée avec le baron Bellini. Et on voit ici avec leurs filles Giulia et Giovanna. La mère est impressionnante de dignité, et tandis que le père, lui, il semble un peu plus effacé. Course de gentleman avant le départ, 1882. Degas adorait se rendre aux courses de chevaux les dimanches après-midi. Il a fait 3 peintures intitulées Avant la course dans les années 1880. Le défilé. À l'époque, les champs de course étaient devenus des lieux de socialisation à la mode. Les bourgeois comme Degas partagent ce goût pour ce loisir d'origine aristocratique. Degas est fasciné par ce monde qui permet d'admirer les formes et le mouvement.
l'orchestre et l'opéra, de l'opéra, pardon. Cette toile est avant tout le portrait de son ami le bassiste qu'on voit au premier plan. C'est cet ami qui l'a introduit à l'Opéra Garnier pour la première fois, et Degas y a découvert les charmes des danseuses qu'on entrevoit en haut sur la scène. Il y reviendra de multiples fois. Ces danseuses vont occuper une place énorme dans l'œuvre de Degas. Justement, voici le foyer de la danse. La composition de ce tableau est assez particulière. Le centre du tableau est laissé vide. Au premier plan, on voit étonnamment une chaise où sont déposés un éventail rouge et un morceau de tissu. La plupart des personnages sont regroupés vers la droite. La jeune fille qui est seule à gauche écoute les directives du maître de ballet, qui est habillé en blanc, pendant que le violoniste assis à ses côtés attend que le mouvement reprenne. L'absinthe. On voit une femme et un homme attablés au café Nouvelle-Athènes, qui était le café où se rassemblaient les impressionnistes. Devant la femme est posé un verre d'absinthe. On remarque que le regard de la femme est abattu. Elle paraît vraiment fatiguée. L'homme à ses côtés fume la pipe et scrute ce qui se passe dans la salle. Degas innove avec un cadrage particulier qui est décentré, avec une asymétrie qui souligne l'isolement des personnages. Les Repasseuses de 1884. Degas a été un observateur attentif du monde du travail, tout aristocrate qu'il fut. Il semblait poser un regard sans complaisance, mais non sans tendresse, sur la classe ouvrière. Danseuse bleue de 1897. Ce tableau est un pastel conservé au musée Pouchkine de Moscou. Il ne représente plus les détails des danseuses et leurs corps sont imprécis. Ici, on n'est plus à l'opéra, mais dans la tête de Degas, avec les souvenirs qu'il conserve de toutes ses visites au ballet. Portrait de Mary Cassatt. Degas s'était lié d'amitié avec cette peintre américaine qu'on a déjà étudiée à la première conférence, ou à la deuxième conférence, pardon. C'est lui qui l'avait introduite parmi le groupe des impressionnistes et piloté dans les premiers pas de sa carrière française. Ils vivaient tous deux une admiration réciproque. Ici, nous la montre en pleine conversation. La petite danseuse de 14 ans. C'est une des rares sculptures de Degas. L'usage d'accessoires réels accentue l'illusion de la réalité. La jeune danseuse est dans une attitude de repos, les mains derrière le dos, le buste dressé et la tête rejetée en arrière. Lors de son exposition en 1881, à cause du réalisme et de la technique employée, elle provoque la surprise et même le scandale. Je pense que ce qui a causé le scandale, c'est que les gens, allés jusque-là, étaient habitués de voir des sculptures soit en marbre, en pierre, en bronze, en bois, en plâtre peut-être. Mais c'était la première fois qu'ils voyaient une statue sur laquelle on avait ajouté des accessoires réels, comme la jupe et le bustier. Après le scandale, Degas a rapporté la sculpture chez lui et personne ne revit de son vivant la petite danseuse de 14 ans. Danseuse regardant la plante de son pied droit. Cette danseuse en équilibre participe aux recherches de Degas sur le mouvement rotatif et le caractère instable du corps. Il a fait de multiples sculptures d'études pour décortiquer les phases du mouvement du corps des danseuses. Très peu de ces sculptures ont été coulées en bronze. Après le bain, une femme s'essuyant. Degas exécute ses premiers pastels de femmes à leur toilette vers 1877. Cette série d'œuvres suscite de vives critiques et alimente la polémique sur la misogynie présumée de son auteur. Ce tableau est avant tout une œuvre d'une grande sensualité où le corps de la femme semble invité à la caresse. Alors, on va quitter Degas pour passer au peintre suivant, le flamand Antoine van Dyck, dont on voit ici l'autoportrait du temps de sa jeunesse. Alors, ce peintre baroque est né à Anvers en 1599 et décédé en 1642 à Londres. Il s'est spécialisé dans les portraits
surtout ceux qui étaient réalisateurs de la famille royale en Angleterre, avec une élégance décontractée qui va influencer les autres portraitistes pendant les 150 ans qui vont suivre. Il aura été l'élève de Pierre-Paul Rubens à Anvers, ce qui exerça une influence énorme sur le développement de Van Dyck. Saint-Martin et le mendiant de 1618. Cette toile représente Saint-Martin de Tours tranchant sa cape pour la partager avec un mendiant. Van Dyck avait reçu une commande de livrer cette peinture pour une église dédiée à ce saint. Mais Van Dyck avait oublié ce tableau dans l'atelier de Rubens quand il a quitté pour l'Italie. La trahison du Christ. Van Dyck a peint 3 versions de l'épisode de la capture du Christ avec peu de différence entre elles. L'instant immortalisé par le peintre est celui, tel que raconté dans l'évangile de Saint Jean, où Judas s'apprête à donner un baiser à Jésus, tout comme son complice s'apprête à lui passer un nœud coulant autour du cou. La scène se passe dans l'obscurité de la nuit. Jupiter et Antiope, 1620. Le jeune Van Dyck avait à peine 20 ans lorsqu'il a peint cette scène mythologique où Jupiter, découvrant Antiope endormie, s'apprête à la séduire. Le dieu est accompagné d'un aigle, ce qui est son attribut habituel. Van Dyck s'est inspiré de la toile de Hendrik Goltzius, peinte en 1612. Marchesa Elena Grimaldi. La resplendissante marquise se tient sur la terrasse de son palais à Gênes, pendant que son serviteur africain la protège avec un parasol au rouge éclatant. Van Dyck a su bien rendre la grâce de cette aristocrate italienne. Silène ivre. La représentation des scènes de bacchanal ou de beuverie, si vous préférez, connaît 2 modèles opposés, l'italien et le flamand. Ce dernier, comme celui-ci, met en scène la déchéance des dieux par le vin. Lubens a aussi peint cette scène, de même que Ribera, que l'on verra tantôt pendant cette conférence. Ça, c'est le tableau de Rubens. Le triple portrait de Charles Ier, 1635. Cette toile fort originale avait été commandée à Van Dyck dans un but très précis par le pape Urbain VIII, qui voulait l'offrir en cadeau. C'est que le pape voulait offrir en cadeau à Charles Ier un buste en marbre réalisé par le célèbre sculpteur italien Bernini, que nous avons vu au mois de janvier. Ce cadeau s'inscrivait dans le contexte où le pape, erronément, pensait que ce roi allait faire revenir l'Angleterre dans le giron de l'Église catholique. Ce portrait devait permettre au sculpteur, à Rome, de faire un buste réaliste de Sa Majesté. Autoportrait au tournesol. Van Dyck s'est représenté face à un tournesol, tandis que lui, il tourne le regard vers le spectateur en montrant la chaîne en or qui lui avait été remise par le roi Charles Ier pour avoir réalisé le portrait de sa fille Isabelle. Le tournesol serait le symbole du support royal à son égard. Les enfants de Charles Ier. À gauche du portrait, on voit 2 enfants du roi qui semblent timides et réservés. Au centre, le bras posé sur la tête du mastif, il s'agit de Charles, qui deviendra Charles II. On voit qu'il démontre déjà une autorité rare chez un enfant de son âge. À droite, on voit une petite fille berçant un bébé. Il s'agit de la princesse Élisabeth qui a 2 ans et de la princesse Anne, son aînée, qu'on voit en gros blanc. Repos pendant la fuite en Égypte, 1632. Cette toile lui avait probablement été commandée par un laïc. Elle représente Saint Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Ce tableau, attendrissant, représente un thème fort populaire à cette époque. Le portrait du prince Guillaume II et de son épouse en 1641. La fille aînée de Charles Ier s'appelait Mary et elle épousa Guillaume d'Orange en 1641. Les audaces de la facture de Van Dyck sont évidentes dans ce somptueux tableau. On constate sa grande virtuosité à rendre les satins et autres étoffes luxueuses des vêtements. Le mariage a eu lieu dans la chapelle royale à Londres. Guillaume avait 15 ans
et Mary en avaient 10 lors de ce mariage. Leur premier enfant est né 9 ans plus tard, en 1650, 8 jours après le décès de son père à cause de la variole. Vénus demande des armes à Vulcain pour Énée. Dans la mythologie romaine, Vulcain et Vénus formaient un couple, comme on dirait, dépareillé. Lui, il est le dieu des forgerons, au physique très laid et boiteux. Elle est la déesse de l'amour et de la beauté. Cette curieuse union est due à Jupiter, qui voulait plaire à son fils Vulcain en lui offrant en mariage la plus belle femme de l'Olympe. La scène de ce tableau nous montre Vénus demandant à Vulcain de forger des armes pour son fils aîné, qui est né de l'union avec Anchise. Pour protéger son fils qui part pour la guerre de Troie, elle voudrait qu'il se protège avec un bouclier forgé par Vulcain. Alors, on va maintenant quitter M. Van Dyck pour aller retrouver un peintre québécois. Le peintre québécois, en fait, au nom le plus long que je connaisse, Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. Il est né à Victoriaville en 1869 et décédé en 1937 en Floride. Il était à la fois peintre et sculpteur. Dès l'âge de 18 ans, il participe à la décoration d'une église avec le peintre Maxime Rousseau et réalise des œuvres pour Wilfrid Laurier, natif lui aussi de Victoriaville. Influencé par l'impressionnisme, le mouvement en vogue, pendant sa jeunesse, il voyage plusieurs fois à Paris, où il suit des cours de peinture et de sculpture à l'École des Beaux-Arts de Paris. On va voir quelques-unes de ses œuvres. Oh, ça, c'est un autoportrait. Le Grand Nu, de 1891. Suzor-Côté a peint ce nu pendant qu'il était à Paris, et celle qui a servi de modèle à ce tableau était une amie d'Auguste Rodin, semble-t-il. L'homme à la pipe. Dans la tradition du peintre français Millet, Suzor-Côté, avec brio, représente les paysans du Québec. Pastourel à Vaillant-Bougard, 1898. Enfant, Suzor-Côté se familiarise avec la peinture en plein air pratiquée par les impressionnistes. En 1898, donc, avec ce tableau, il réalise cette toile qui rassemble les deux voies qu'il a entrepris de suivre. Premièrement, la formation académique qui se pratique en atelier et l'étude d'un paysage en pleine nature du mouvement en vogue. 1905, c'est un pastel bretonne en prière. Un pastel qu'il a réalisé alors qu'il était encore en France. Jean Cartier à Stadaconé. Il entreprend de représenter des sujets historiques de son pays, telle cette scène où l'on voit Jean Cartier rencontrer les Autochtones pour la première fois. Le coureur des bois, 1907. C'est une huile sur toile qui fait partie de la série sur les personnages historiques du Québec. Moi, j'admire la façon dont il a rendu le jeu d'ombre et de lumière dans ce boisé très densément fourni. M. Wilfrid Laurier, comme j'ai mentionné, il était originaire lui aussi de Victoriaville. Inévitablement, les deux se rencontreront alors que Laurier est chef du Parti libéral du Canada. Une fois devenu premier ministre du pays, il confie plusieurs commandes importantes aux jeunes artistes. Il ne fait aucun doute que la protection d'un supporter, bien en vue comme Laurier, l'a aidé à propulser sa carrière. En 1909, il reçoit la commande de réaliser ce portrait officiel du premier ministre. La bénédiction des érables, 1913. Pour les Autochtones, la coulée de l'eau d'érable au printemps était sacrée. C'était un temps de rassemblement pour célébrer le réveil de la vie après un long hiver. Cette tradition a été intégrée à des manifestations religieuses comme la bénédiction des érables au 19e siècle. Suzor-Côté avait choisi d'illustrer cette cérémonie aujourd'hui tombée dans l'oubli. Étude de nu 1923. J'ignore ses parpilleurs ou crainte de choquer, mais Suzor-Côté ne montre ses sujets nus que de dos. Un couple. Ce tableau fait partie de la série sur les paysans dans leurs activités quotidiennes. On voit ici un couple vieillissant à l'intérieur de leur résidence.
Symphonie pathétique, un autre but de dos. 1925, de son côté, a courtisé la modernité. Il a su déployer un éventail de savoir-faire et une virtuosité technique exceptionnelle qui lui permettent de passer du dessin au pastel, de l'huile au modelage. De magistrales et familières peintures comme la Pastourelle de tantôt et cette symphonie pathétique aux coloris tellement nuancés en sont la preuve. Le Père Cholette, c'est un autre pastel sur papier d'un des paysans de son entourage que je trouve très attendrissant. L'arrivée de Champlain à Québec, sa série de moments historiques de son pays, représente l'arrivée de Champlain à Québec. C'est donc le moment de la fondation de la présence française en Amérique. Le chef Montour de Kahnawake, sur un côté, représente ce chef autochtone qui a été d'une grande importance dans le développement de sa communauté. Alors là, on va passer maintenant au mouvement du mois qui est l'abstraction. On va quitter M. César côté et on va tomber dans l'abstraction. Ou comme on l'appelle, l'expressionnisme abstrait. C'est développé après la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement a touché la peinture, la sculpture et la photographie. Le terme utilisé pour nommer ce mouvement combine l'intensité émotionnelle de l'expressionnisme allemand avec l'esthétique anti-figurative de l'école abstraite européenne. Le art qui se voulait avant-gardiste, cosmopolite et apolitique a fait se déplacer le cœur de l'art moderne de Paris à New York. Dans la classe politique américaine, les républicains attaquent ce mouvement en l'accusant d'être communiste. Les expressionnistes abstraits ont été classés en deux courants. Le premier se nomme l'action painting et valorise l'action du peintre. Les peintres de l'action painting comme Pollock, De Konig et au Québec les automatistes comme Riopelle produisent des tableaux avec des gestes spontanés, voire même violents. L'autre courant de l'expressionnisme abstrait, c'est le color field painting, qui a été appliqué dès 1950 à des peintres comme Marc Rothko, dont on voit ici un tableau. Ceux-ci utilisent de grandes zones de couleurs uniques sans contraste. Rothko utilise des bandes superposées plus ou moins larges, de couleurs intenses dans des formats de plus en plus grands. Ces tableaux invitent à la contemplation et à la méditation. Dans ce même courant, certains peintres ont mêlé la géométrie pour circonscrire les zones de couleur et ont fait ce qu'on appelle du hard edge, comme Rita Le Temple. On va voir justement une peintre qui a été une peintre qui a fait dans l'abstraction, Ellen Frankenthaler, une peintre américaine, qui était née en 1928 et décédée en 2011 à l'âge de 89 ans. Elle a appartenu au mouvement expressionniste abstrait. De 1958 à 1971, elle a été la conjointe de Robert Motherwell, également un peintre attaché à ce mouvement. Elle peignait ses immenses toiles à l'horizontale, sur le sol, qu'on verra tantôt. Alors, un de ses premiers, vous voyez, là, est en train de peindre, là, elle a étendu cette très grande toile sur le sol, et c'est ainsi qu'elle travaillait plutôt que de travailler au chalet. Alors, un des premiers tableaux, c'est Montagne et mer de 1952. Elle avait seulement 23 ans à l'époque. Elle a réalisé cette légendaire peinture après avoir été inspirée par les falaises de la Nouvelle-Écosse qu'elle avait visitées l'été précédent. C'est sa première toile où elle utilise sa technique à base de couleurs absorbées. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dilue sa peinture avec la térébenthine qu'elle étend sur la toile sans après, qui, en la filtrant, l'absorbe. La tache de couleur apparaît souvent entourée d'une auréole qui donne une impression de mouvement continu. Elle insiste pour dire qu'elle n'appartient pas à l'action painting, mais que c'est la fluidité de la couleur qui anime son œuvre et non le mouvement comme chez Pollock. L'échelle de Jacob, de 1957. Frankenthaler développe
Ici, des formes symboliques d'un personnage exubérant et de son échelle avec lequel Jacob rêvait de rejoindre le ciel en partant de la terre. Aller-retour de 1957. Frankenthaler peint avec sa toile déployée à l'horizontale sur le sol. Cette technique de taches imprégnantes ou le staining lui permet d'élaborer un mode d'expression par allusions successives. La peinture travaillée au sol sur le grand format amène l'artiste à impliquer son corps tout entier dans le geste de création. Entre 56 et 58, elle produit une succession de toiles, dont celle-ci, où sa verve trouve son plein d'épanouissement. Provincetown de 64. À partir de 1950, Ellen passe ses étés à Cape Cod. En 1951, elle avait visité Stanley Pollock, le maître de l'abstraction, qui passait les siens à East Hampton. Cette visite a été déterminante pour elle. Celui-ci utilisait de la peinture noire à l'émail qu'il déversa sur une toile en coton étendue sur le plancher. L'année suivante, Ellen se servait de peinture domestique en galon, diluée à la térébenthine en déversant le contenu d'une boîte en métal sur une toile qui était sans après. L'association heureuse du rouge flamboyant et du bleu, qu'on voit ici, m'a rappelé une toile de Monet qui s'appelle Lever le soleil, où on voit le même rouge avec à peu près le même bleu. Tutti Frutti, de 1966. Ce tableau représente son penchant pour la fluidité et pour son abandon de la composition centrée vers plutôt des formes rondes et organiques. Elle a donné ce titre parce que cette toile a une palette de couleurs semblable à celle d'une confiserie où les teintes brillantes sont juxtaposées comme les saveurs d'un tutti frutti. Bilbao, de 1998. On sent à travers les teintes de ce tableau toute l'intensité et la chaleur présentes dans cette ville du Pays Basque sur le bord de l'océan. C'est une lithogravure produite par sérigraphie qui est une technique d'imprimerie utilisant des pochoirs interposés entre l'encre et le support. C'est la seule technique permettant l'impression directe sur une matière et les couleurs sont plus éclatantes. District mauve de 66. Voilà ce que Frankenthaler a déclaré en rapport avec cette toile. Elle est reliée à un thème qui se produit à l'occasion quand des tableaux qui ont une grande forme centrale, comme ici le carré, qui joue à l'intérieur d'un cadre lui-même carré. La partie blanche du tableau est tout simplement un espace laissé sans peinture par l'artiste qui le considère comme un espace négatif. Adirondack. Ce tableau des plus colorés lui a été suggéré par cette chaîne de montagnes qu'on retrouve dans l'État de New York. On pourrait peut-être le qualifier de paysage abstrait. Rayon de 93. C'est une autre lithogravure. Elle utilise invariablement des éléments visuels de base que sont les couleurs et les formes pour créer une résonance émotive. Elle basait toujours ses œuvres sur la nature à la fois observée et imaginée. Ici, elle utilise un papier famin à la texture très subtile sur lequel on voit bien les cercles concentriques du bois utilisés pour la gravure, ce qui ajoute à son rapprochement avec la nature. Feu d'artifice royaux, 1975. Ce tableau se situe au sommet de sa carrière. Après avoir modifié sa technique de peinture à l'huile diluée, elle se tourne vers la peinture acrylique diluée. Ici, elle inonde le tableau de grands pans de couleurs pures. Dans le bas du tableau, on voit des pâtés denses et espacés de couleurs, tandis que dans le haut, les étendues de couleurs sont plus nuancées et aériennes. On termine en regardant d'autres tableaux de cette grande artiste. D'abord, Tout en bleu, de 1994. Le vert dans le mauve, de 1970. Et Une touche de vert, de 1983. Passez avec M. Alfred Sisley.
qui est un peintre et graveur anglais, même s'il est né à Paris en 1839 et a passé l'essentiel de sa vie en France. Il est décédé à l'âge de 60 ans. Il est rattaché au mouvement impressionniste qui s'est spécialisé dans la production de paysages. Il a été influencé par les peintres anglais John Constable et William Turner, de même que par les Français Courbet et Corot. Alors, on voit une de ses œuvres avant, ici c'est encore lui, on dirait qu'il y a un avocat. Ici, une de ses premières œuvres, c'est la vue du canal Saint-Martin, en 1870. Sisley aurait choisi le canal comme sujet d'une série de 4 tableaux, car il s'agit d'une des infrastructures de Paris à l'époque et que sa démarche artistique consistait à les mettre en valeur. Dans la fin des années 60, des artistes impressionnistes représentaient des paysages de Paris, comme ici on voit le Pont des Arts, représenté par Auguste Renoir, et la gare ferroviaire Saint-Lazare de Claude Monet. Le chemin de la machine, 1873. La clarté du ciel qui accentue l'impression de froid contraste avec tous les bruns au sol que renforce la lumière rasante. La route donne l'illusion d'une représentation en 3 dimensions. L'impression de profondeur est renforcée évidemment par la rangée d'arbres. La montée du terrain crée un point de fuite décentré vers une vue plongeante sur l'arrière-plan ensoleillé. Sisley a humanisé son tableau en y introduisant des petites silhouettes à gauche. La machine du titre de cette œuvre était une pompe géante qui acheminait l'eau de la Seine jusqu'à Versailles, imaginez. La place du Chenay à Marly. Sisley s'était installé à Marly en 1875. Or, les hivers de cette année-là et de celle qui a suivi ont été exceptionnels, avec de nombreuses périodes de gel et des chutes de neige abondantes. Au contraire de Renoir, qui qualifiait la neige de lèpre de la nature, Sisley aimait peindre l'aspect immatériel de la neige. Il a su évoquer les variétés de blancheur neigeuse en les différenciant par des ombres aux tons de bleu ou de rose. Comme il y avait eu des hivers avec de la neige abondante, au printemps, qu'est-ce qui est arrivé? Comme ici, aux îles, une inondation. À Port-Marly. Sur cette toile, on voit au premier plan l'eau qui file jusqu'à l'horizon avec quelques arbres et pylônes. Au second plan, on observe un bâtiment posé sur le miroir de l'eau qui a tout envahi. Il y a aussi quelques barques avec des silhouettes humaines. Au premier regard, on sent l'ampleur de cette catastrophe et on imagine la souffrance des habitants de Port-Marly. La scène au point du jour. Ce tableau appartient à un groupe d'œuvres le plus important dans lequel il s'est consacré aux fleuves et à ses ports dans la banlieue parisienne. Le blanc lumineux des nuages en arrière-plan se mêle aux nuages de vapeur des bateaux. Les couleurs vives et les coups de pinceau audacieux rendent le sujet encore plus vivant. Les régates à Maudsley, en 1874. Sisley est allé séjourner pendant 4 mois en Angleterre, période pendant laquelle il a peint cette toile. Paradoxalement, dans les brumes anglaises, ces toiles deviennent plus colorées, donc plus festives. Il représente sur ce tableau une course d'aviron qui avait été fondée 1 an plus tôt par un rameur amateur vers la mi-juillet et qui existe encore de nos jours. La scène à Bougival de 1876. Cette année-là, Sisley a représenté à plusieurs reprises cette section de la Seine autour de Bougival. La scène nous montre une femme et un enfant assis sur la pelouse près de ce charmant cours d'eau. Sisley a peint la scène par tous les temps et à toutes les saisons. De tous les membres du mouvement impressionniste, il est celui qui a réalisé le plus grand nombre d'œuvres en hommage à ce magnifique fleuve. L'automne sur les bords de la Seine près de Bougival, 1873. Avec une grande sensibilité, Sisley représente la sobre harmonie des nuances
de cet après-midi d'automne et parvient très bien à en capter la chaude luminosité. Il faut noter que ce tableau fait partie de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le pont de Moret, de 93. Certes, cette œuvre est celle d'un artiste accompli, car Sisley a maintenant 54 ans. Ça fait déjà 13 ans qu'il s'est installé dans ce petit village. Il se sent en parfaite harmonie avec ce décor et il déclara « Devant cette nature si touffue, ces grands peupliers, ce cours d'eau si transparent et changeant, c'est à Moret que j'ai fait le plus de progrès dans mon art. Jamais je n'ai quitté ce coin si pittoresque. » Sisley a été le seul des impressionnistes à se consacrer exclusivement au paysage. Cette spécialisation a sans doute conduit à le considérer comme étant inférieur aux Monet, Renoir et Pissarro, et qui, eux, se sont diversifiés. Cette opinion sur lui a changé après sa mort, et il est considéré aujourd'hui comme le plus inspiré et le plus pur paysagiste de l'impressionnisme. Certes, son style a évolué avec le temps, mais c'était pour parfaire la dimension impressionniste. Le canal de Loing en hiver, Loing étant appelé L-O-I-N-G, c'est une rivière. Dans cette œuvre, l'œil attentif et affectueux de Sisley s'attarde sur ce canal qui suit le cours du Loing sur une cinquantaine de kilomètres. On y voit une majestueuse rangée de peupliers dénudés. Sur l'autre rive, il y a des formes blanches avec une présence humaine. Dans le canal, un petit bateau est amarré. Sisley apporte une grande importance au ciel. Il disait « Le ciel ne peut pas être qu'un fond dans un tableau. J'appuie sur cette partie du paysage car je voudrais faire comprendre l'importance que j'y attache. D'ailleurs, je commence toujours ma toile en peigant le ciel. » Étonnant. L'église de Moret l'après-midi. Sisley a réalisé pas moins de 14 tableaux représentant les façades de l'église gothique de Moret à différents moments de la journée. On compare sa série de tableaux à celle de la cathédrale de Rouen, de Claude Monet qu'on voit ici. Marcel Proust dira que l'église de Moret est la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Femme allant au bois, de 1866. La géométrie de cette toile se fonde sur la diagonale de la rue, du village, qui bascule quand sa perspective rejoint les murs des maisons et des toits fortement accentués. Leur architecture rappelle les toiles de Monet qui représentaient les édifices par de larges contrastes d'ombre et de lumière, comme dans sa toile ici, Cour de ferme en Normandie. Alors, on va quitter M. Sisley pour aller rencontrer Marc Chagall, qu'on voit ici. Marc Chagall est russe d'origine. Il est né en 1887. Il est parti pour la France en 1910, où il va passer la majorité de sa vie. Naturalisé français en 1937 et décédé à Saint-Paul-de-Vence en 1985, donc à l'âge de 98 ans, imaginez. Son œuvre ne se rattache à aucun mouvement, mais présente certaines caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Il s'est beaucoup inspiré de la tradition juive, de la vie dans son village d'Europe de l'Est et du folklore russe. On le voit ici à l'œuvre. Un de ses premiers tableaux réalisés en 1913, Paris par la fenêtre. Après son arrivée à Paris, son style a été influencé par des artistes de l'avant-garde. On voit que les plans colorés qui se superposent dans le ciel reflètent l'œuvre de Robert Delaunay. La tour Eiffel symbolise la ville de Paris, bien sûr, et peut-être aussi la modernité. Le parachutiste dans le coin supérieur droit s'inspire du premier saut en parachute qui a eu lieu l'année précédente. La tête à deux faces dans le coin inférieur droit représente Chagall lui-même, dont une partie de l'âme est tournée vers la Russie et l'autre vers la France. Les amants en bleu, 1914. Ce tableau est presque monochrome. Seules quelques touches de noir en haut à droite, le visage de la personne à gauche
et le bras gauche de la personne à droite sont de couleur blanche. Sinon, tout le reste est en bleu. Chagall veut dans cette œuvre passer un message d'amour et de fraternité à l'aube de la Première Guerre mondiale. Le rabbin en prière de 1914. Cette toile tendre et émouvante a été peinte par Chagall lors de son retour au village natal entre 1914 et 1922. C'est en 1914, il s'ennuyait un peu de son pays, il a voulu retourner là-bas, et là, il a été pris en pleine nuit de la Première Guerre mondiale, alors il a été pris pour rester dans son pays jusqu'en 1922. Il en a profité pour se marier avec Bella, qu'on voit ici. Bella Rosenfeld, sa fiancée, qu'il avait retrouvée dans son village. L'année suivante naissait leur fille Ida. Au-dessus de la ville, 1918. La partie haute du tableau montre un couple symbolisant l'union et l'amour. Chagall place l'amour au-dessus de tout. Il veut nous entraîner dans une élévation spirituelle. Cette partie haute représente la spiritualité immatérielle. La portion inférieure de l'œuvre montre un village, donc un monde matériel avec sa dure réalité. Le violoniste vert de 1924. Le sujet est un archétype du violoniste de la musique klezmer, la musique juive d'Europe de l'Est. Ce musicien au visage vert et au manteau mauve occupe tout l'espace. Au-dessus, un petit homme flotte, figure associée au juif errant. Ancré dans la tradition, ce tableau est aussi très moderne pour l'époque avec son vocabulaire cubiste et ses couleurs fauvistes. La Tour Eiffel de 1929. Chagall a voulu atténuer la froideur de la métallique Tour Eiffel en estompant ses contours en le mettant à côté d'un flamboyant et énorme soleil d'un côté et d'un arbre couvert de feuilles de l'autre. Il emprunte à l'imagerie poétique de son village natal, tel le coq violonneux, pour donner à cette tour son caractère surréaliste. La crucifixion en jaune. C'est un tableau qui a été peint en 1943, donc en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous évidemment de toutes les persécutions que le peuple juif a subies durant cette guerre. Alors le corps du Christ est résolument le corps d'un homme juif. Son vêtement l'identifie comme tel. On retrouve dans ce tableau des personnages emportés dans la tourmente. Un bateau de réfugiés qui est en train de couler, une synagogue est en cendres, des Juifs fuient. La composition est définie par le vert mystique de la Torah et le rayonnement jaune. Chagall n'y peint pas le Fils de Dieu, mais le roi des Juifs, qui est le symbole de la souffrance universelle. Les mariés de la Tour Eiffel de 1938. C'est un tableau complexe avec plusieurs images non reliées entre elles. Le couple vole devant un coq. Un petit ange joue du violon à côté d'eux. À gauche, un couple juif se marie. Au-dessus d'eux, le soleil se braque sur la Tour Eiffel. Un grand arbre remplit le coin droit du tableau et une petite ville est aperçue au loin. Le thème principal est celui de l'amour. La petite image du mariage, à gauche, rappelle le mariage de Marc avec Bella. Le couple du centre est formé des deux mêmes personnages. L'homme n'a pas le même air dans les deux images. Dans la grande image, Marc n'est plus en noir mais en violet, et il est plus proche de sa femme que dans la petite image. Le passage des années a renforcé l'amour de ce couple qui se considère toujours comme de nouveau mariés. Le coq, quant à lui, évidemment, symbolise la France. Le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. À la demande du ministre de la Culture, André Malraux, dans le gouvernement général de Gaulle, Chagall va réaliser une fresque de 220 mètres carrés sur le plafond de la salle de spectacle en 1964. Il lui a fallu 1 an pour réaliser cette œuvre grandiose qui peut être considérée comme le condensé de sa personnalité. On y voit des couleurs lumineuses et une multitude de détails. Il y a des personnages qui volent et des monuments de Paris. Il paraît qu'on y voit André Malraux lui-même et aussi Chagall. Cette œuvre n'a pas reçu un accueil unanime. Certains lui reprochant ses couleurs vives
qui ne cadrait pas avec l'architecture et la décoration de style Beaux-Arts de ce bâtiment du 19e siècle. Quel bâtiment c'était? Le coup de le répéter? L'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier à Paris. Oui. Le Coq aux amoureux, 1947. Il y a 2 ans, un collectionneur américain a réussi à mettre la main sur ce tableau pour la somme de 220 000 €. Cette œuvre avait appartenu depuis le début à la même famille. Ce tableau avait servi d'étude pour une toile plus grande que Chagall a réalisée plus tard et qui porte le même titre, Le Coq aux amoureux. Le couple ne vole pas dans le ciel, ce qui serait le symbole de liberté et d'amour infini. Au contraire, il se tient bien au chaud dans le ventre de l'animal. Est-ce qu'ils attendent de naître ou cherchent-ils à se protéger du monde extérieur? La promenade. Au premier plan, on voit Chagall retenant par la main sa première femme, Bella, qui gravite dans les cieux. Leur visage semble figé comme des marionnettes. Ils sont richement vêtus. Il fait tout son possible pour la retenir près de lui. On pourrait penser qu'il veut exprimer que son amour pour elle est éternel quand elle rejoindra les cieux. Il pensera toujours à elle et l'empêchera de le quitter totalement. Lorsqu'elle mourut en 1944, Chagall a dit « Tout devient noir dans mes yeux ». On va passer à l'infotechno du mois, le Atampera, qui signifie en italien « à la détrempe ». Tout comme la détrempe, le tempera utilise l'eau pour dissoudre les couleurs. Avant le 15e siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que les pigments de la couleur de peinture se présentaient le plus souvent sous forme de poudre. Ça prenait donc une substance, un liant, pour assurer la cohésion du mélange, lui permettre d'adhérer à la toile et de l'étendre soit sur une toile ou du plâtre ou un panneau de bois. Cet élément important peut être, outre de l'eau, ça peut être de l'amidon, une colle ou simplement un jaune d'œuf. Un exemple de ce tableau, de cette utilisation, c'est le tableau qu'on voit maintenant, l'association du peintre Martini. L'ajout d'eau qui caractérise cette technique donne à la peinture sa fluidité. Le tempera est une technique claire et lumineuse, précise et assez solide, mais pas totalement irréversible. Si jamais la peinture peut à nouveau se dissoudre si elle est en présence d'eau. Cette technique très ancienne a été remplacée à partir du 15e siècle par la peinture à l'huile, plus résistante et permettant des effets variés. Un autre exemple de tempera, c'est l'ange, peint par le peintre vénitien Verrocchio. On passe au peintre suivant, José de Ribera. Ce peintre espagnol est né en 1591 près de Valence et est décédé à l'âge de 61 ans à Naples, en Italie. Les Italiens le surnommaient le Spagnoletto, ce qui veut dire le petit espagnol à cause de sa taille. Après un séjour à Rome, il s'installe à Naples, où il devient le protégé du vice-roi d'Espagne. Son compatriote Diego Velázquez lui achète plusieurs toiles au nom du roi d'Espagne lors d'une rencontre à Naples. Ribera est séduit par le chiaroscuro, le clair-obscur, présent dans les tableaux du Caravage et par sa sobriété de moyens. Chez Ribera, cette technique sert à donner un certain mystère à l'œuvre. Allons voir ses œuvres. D'abord, Saint Jérôme et l'Ange, de 1621. L'ange du jugement dernier sonne la trompette pour sortir le symptôme de ses études. Le contraste entre la lumière et l'ombre est ce que les théoriciens de l'art admiraient le plus dans la peinture de Ribera, de même que son habileté à faire se projeter des éléments bidimensionnels comme s'ils sortaient du tableau. Le drapé rouge sur les genoux du saint apporte un accent électrisant à la composition. Saint Paul l'Ermite, 1642. On voit l'arrière-plan à droite la silhouette de Saint Antoine Ermite, généralement associé à Saint Paul. Il se dirige vers ce dernier, alors que dans le ciel apparaît le corbeau, tenant dans son bec un pain qui, selon la légende, il venait de lui porter tous les jours pour le nourrir.
Silène Ivre, 1626. La figure centrale est celle de Silène allongée sur un drap et tendant une coupe de vin à un personnage placé derrière lui. À droite, le dieu Pan, portant oreilles et cornes de bouc, couronne Silène de vigne. Il est entouré d'un coquillage qui est le symbole de sa mort et d'une tortue qui symbolise la paresse. À droite, le serpent représente la sagesse. La Pietà, 1633. Cette toile est un point tournant dans les carrières de Ribera, car sans quitter le clair-obscur, il commence à expérimenter avec des teintes plus claires, inspiré par le Rubens et par Van Dyck. Le focus du tableau est sur le corps allongé où se trouvent exposées les plaies souffrantes du Christ, alors que la douleur psychique envahit le visage de Marie. Saint-Pierre en pénitence, 1635. Ce tableau nous montre l'instant où Saint-Pierre, les yeux embués par les larmes et les mains jointes en prière, reconnaît qu'il a renié le Christ plusieurs fois avant sa mort. Ribera emprunte au Caravage son merveilleux clair-obscur, mais il se distingue de son aîné par le calme et le recueillement de ses scènes, et surtout par le grand réalisme avec lequel il présente ses personnages, leurs expressions, la texture de leur peau, leurs larmes et même leurs cheveux. Apollon et Marsyas. Le visage d'Apollon est imperturbable alors qu'il est en train de punir ce satyre en l'écorchant vivant. Les cris de Marsyas dans son agonie et le sang-froid statique d'Apollon rendent ce tableau si perturbateur. Le satyre rappelle le Christ en croix. Marsyas jouait de la flûte comme un expert et il a eu le malheur de défier Apollon, qui était le maître de la lyre. C'était impardonnable. Combat de femmes, 1636. Ce tableau relate un épisode légendaire qui se passe à Naples, où deux femmes se seraient affrontées en duel pour l'amour du même homme. Certains ont interprété cette œuvre comme étant une allégorie du combat entre le vice et la vertu. Mater Dolorosa. Ribera nous montre la mère de Jésus complètement dévastée par la mort de son fils. L'intensité de sa douleur s'exprime par ses mains crispées et son visage défait. Ses yeux sont enflés et rougis par les larmes, et sa bouche est entrouverte en lamentation. Certains y voient une forte influence du Titien qui a fait ce tableau sur le même thème. Marie-Madeleine, 1641. Ce thème de la pécheresse repentante a été aussi traité par d'autres peintres comme El Greco, qu'on voit ici. La Sainte Famille, 1648. Cette œuvre tardive de Ribera est une de ses plus accomplies et elle montre parfaitement le talent de ce peintre un peu méconnu. Il faut noter particulièrement le rendu exceptionnel des tissus et l'expression détendue des sujets. Saint-Sébastien. Dans cette toile monumentale, Ribera dépeint le martyre de ce saint. Il montre ce drame au moment où il y a une communication directe avec le divin. L'expression religieuse s'exprime dans la bouche entrouverte et dans le regard mouillé d'une larme que le saint tourne vers le ciel. La composition du tableau mise sur l'effet unique d'une diagonale. Cette toile peut être rattachée à la seconde partie de la carrière de Ribera, quand sous l'influence des peintres vénitiens, sa palette de couleurs s'éclaircit et se tourne vers un baroque plus clair. Je vais vous laisser avec ces quelques toiles de Ribera. Portrait d'un homme avec un oignon. On voit la tête de l'homme en gros plan. On voit qu'il y a une larme qui coule sur son œil droit, probablement à cause de l'oignon. Ce tableau, Suzanne et les vieillards, et Saint-André, qui est un magnifique tableau en chiaroscuro. Est-ce qu'il y a des questions sur Ribera? Non? On va passer au dernier artiste de la journée, Leonardo da Vinci.
Le grand Léonard de Vinci est né en 1452 dans le petit village de Toscane et décédé en 1519 à Amboise, en France. Cet extraordinaire peintre italien est également organisateur de spectacles, scientifique, inventeur, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, ingénieur, musicien et écrivain. C'est ce qu'on appelle, je crois, un génie universel. À Florence, son père était notaire. Il avait inscrit à l'âge de 10 ans à l'atelier du peintre Verrocchio, où il côtoie Botticelli et le Péruget. Après Florence, il va travailler à Rome. En 1516, le roi François Ier l'invite en France. Il l'installe au château d'Amboise. Il y est mort 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, en 1519. Voyons un premier tableau de Léonard. Tête de femme ébouriffée. Ce tableau de petite dimension est le portrait d'une jeune femme anonyme qui présente un grand contraste entre un visage très achevé, très travaillé, une chevelure et des épaules à peine esquissées. Dans le style de Leonardo, ce sont l'ombre et la lumière qui modèlent le visage. Étude de main. Ce dessin montre la grande habileté de Léonard dans sa technique de la pointe de métal. Les compétences de Da Vinci en dessin anatomique dépassaient la compréhension de la plupart des gens de son époque. Les hachures sombres et les reflets blancs montrent l'excellente utilisation de la lumière et des ombres par ce peintre génial. Les 16 enfants de 1490. Ce tableau peint à Milan serait une variation sur la Vierge au rocher. L'arrière-plan sur des rochers et les anémones de l'avant-plan sont superbement représentés. La Vierge au rocher. Ce tableau illustre la rencontre entre Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste dans le havre d'une caverne lors de l'épisode de la fuite en Égypte au moment du massacre des 16 innocents. L'artiste déploie toute la maîtrise et l'originalité de son talent. La composition, le traitement de la lumière et la reproduction parfaite de la nature sont unanimement reconnus comme révolutionnaires. La Dame à l'hermine, c'est une peinture sur panneau de bois réalisée à Milan. Je pense que l'œuvre représente Cecilia Gallerani, qui était la maîtresse du duc de Milan. Cette toile nous montre ce que le peintre considérait comme son but premier, c'est-à-dire faire ressortir de surface plane un corps modelé et démontrer la personnalité et la psychologie de son sujet. La machine volante. Comme mentionné, Leonardo n'était pas qu'un peintre de génie, il était aussi un sacré inventeur. On voit qu'il avait le désir de voler comme un oiseau. Dans son étude du vol, il a conçu également le principe du parachute et du deltaplane léger. Ce n'est que 400 ans plus tard que ces idées vont se concrétiser. Donc dire à quel point il était en avance sur son époque. La dernière scène, c'est une peinture murale que Leonardo a peint dans le réfectoire du couvent des Dominicains à Milan. Dessiné selon les règles de la perspective, le point de fuite se trouve sur le corps du Christ, ce qui est normal puisque c'en est le sujet principal. Judas est placé de l'autre côté de la table parmi les autres apôtres. Ceux-ci sont répartis en groupes de 3 dans différentes positions et ils s'ajacassent beaucoup. Les attitudes des apôtres contrastent avec la rigueur du décor et avec Jésus qui est droit et désigné au milieu de cette cacophonie humaine. La belle ferronnière. Une ferronnière est une chaîne contenant un bijou que les femmes portent sur le front. Ce tableau a été peint à Milan. Les traits du visage semblent émerger dans un jeu d'ombre et de lumière, anticipant ce que sera la Joconde, qu'il peindra 8 ans plus tard. On remarque le reflet d'ombre rosée qui éclaire la joue gauche. Leonardo appliquait donc ses recherches sur les reflets colorés
qui résultait de la lumière frappant un objet également coloré. Salvatore Mundi, 1500. Salvatore Mundi est de la peinture à l'huile sur le thème du Christ Sauveur. Ce tableau est devenu le plus cher au monde, ayant été vendu pour 450 millions de dollars en 2017 à un prince d'Arabie Saoudite, qui n'était probablement même pas chrétien. La technique du sfumato sur le pourtour de la tête du Christ est typique de Leonardo. La manière dont les cheveux et les plis du vêtement sont traités est révélatrice du style de Da Vinci. Certains trouvent son sauveur plutôt efféminé. La Joconde, c'est un tableau mythique et l'œuvre la plus célèbre de tous les temps. Il doit sa notoriété au fait qu'il représente un visage de femme qui n'est ni une scène religieuse ni mythologique. Cette toile qu'on retrouve au Louvre est recouverte d'une grande quantité de couches de glacis ou d'enduit sur un panneau de bois. Expression de calme et de bonheur, l'œuvre est aussi célèbre pour son sourire énigmatique, peut-être le premier de l'histoire de la peinture. Le sourire de la Joconde est celui d'une femme comblée. Chaque année, des millions de gens défilent devant ce tableau au Louvre. Sainte-Anne, la Vierge et Jésus. Le tableau met en scène les principaux personnages du christianisme. Leonardo utilise des symboles transparents notamment. Sainte-Anne représente l'Église, l'agneau préfigure le sacrifice du Christ et l'arbre fruitier représente la fertilité de Marie. Ce qui est intéressant, c'est que Leonardo innove avec la quasi-fusion des trois corps des protagonistes. Marie-Madeleine, 1515. Cette Marie-Madeleine, tirant nonchalamment un voile transparent pour recouvrir sa poitrine dénudée, a été peinte par Leonardo et un de ses élèves en 1515, soit 4 ans avant sa mort. Cette femme aurait été une prostituée repentie qui a suivi Jésus jusqu'à sa mort. Le Titien aussi avait fait un portrait de Marie-Madeleine. On voit ici. L'homme de Vitruve. Cette illustration est un célèbre dessin avec des notes réalisées en 490 par Leonardo à la plume, à l'encre et au lavis sur papier. Elle est inspirée par l'œuvre de l'ingénieur Vitruve qui a vécu en l'an 15 avant Jésus-Christ. Ce dessin représente les proportions idéales parfaites du corps humain inscrit dans un cercle avec le centre situé dans le nombril et dans un carré aussi. Ce dessin est un symbole emblématique de la Renaissance où l'homme est placé maintenant au centre de l'univers à place de Dieu. Autoportrait de 1512. Ce dessin à la sanguine sur papier est généralement représenté comme un autoportrait du peintre et inventeur florentin. On y voit la tête d'un vieil homme au nez aquilin et marqué par des rides profondes sous les yeux et sur le front. Il est représenté fatigué et vieux. Il a un air de sage marqué par l'expérience. L'Eda Spiridon. L'Eda est le signe est un tableau de Leonardo qui avait été perdu. Cette Léda était l'épouse du roi de Sparte et Zeus prend la forme d'un cygne pour la séduire. Une fois leur étreinte terminée, le cygne disparaît en laissant 2 œufs d'où sortiront Castor et Pollux. La pose de Léda montre un contrapposto aigu, un déhanchement si vous l'aimez mieux, aigu qui préfigure la linea serpentina des maniéristes où le corps s'enroule autour d'un axe vertical, ce que Michel-Ange va adopter d'emblée. Le Saint Jean-Baptiste de 1516. Ce tableau du Saint protecteur de Florence avait été peint à la demande du pape Léon X, lui-même originaire de Florence. Le personnage tend sa main droite vers le ciel, assumant son rôle de précurseur de la venue du Messie sur terre. Comme il vivait en ermite, il est vêtu d'une simple peau de bête.
Le tableau qui fait l'objet d'un important travail de restauration en 2016, soit 500 ans plus tard. En conclusion, disons que Leonardo da Vinci a été non seulement un peintre virtuose et un auteur des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, il fut aussi un inventeur visionnaire, mais aussi un architecte et un théoricien hors pair. Il incarne incontestablement le génie universel et humaniste de l'époque de la Renaissance. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur Leonardo da Vinci? Alors, chers amis, sur ces mots se termine la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention culturelle. Le quiz d'aujourd'hui. Oui, le quiz. Quiz. Ah oui, c'est le quiz. Ah, on a pas de feuilles. On a pas de feuilles. Ah oui, distribué. Ah, les Hélène. Voilà. Mais c'est pas celui-là. Merci. C'est le quiz du mois de mars. Ah non, c'est On ne sait pas si on va donner à monsieur Je vais vous montrer ce que le quiz. Si vous voulez pas. Sur le quiz de la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que le prix du quiz du mois de mars, c'est comme vous pouvez gagner, c'est tout pas de Mme Sylvie Lachapelle, c'est la petite violoniste. Donc, c'est le prix pour le quiz de cette personne-ci. La vie de gars, c'est Leonardo. Suzanne de côté, Suzanne de côté. Elle n'aura pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle a trouvé. Merci beaucoup, puis bon mois de avril. Parce que je ne comprenais pas. Parce que c'est en étudiant. Merci, bonjour. Merci, Michel. Merci beaucoup. Bye, merci. Donc, si en avril, on va pouvoir peut-être se Merci tourner beaucoup. Bonne semaine. Monsieur Lano, vous allez être barré, hein? Merci. Fini. National non grata. Attends, je vais te toucher un petit peu. Là, Alors, ce qui est de la justice. Oui, oui, oui.